Morty, you gotta come on. You gotta come with What, me. Rick? What's going on? I got a surprise for It's you, the middle of Morty. the night. What are you talking Come on, about? I got a surprise for you. Come on, hurry up. Gotta go. Ow, Gotta go. ow, Gotta get out ow, of here. you're tugging Come me on, too I got a hard. surprise for you. Bon, je vais pas vous présenter Rick et Morty, je vais tout simplement pas vous faire l'affront de vous présenter cette œuvre. On va tout simplement commencer à en parler comme si c'était acquis pour tout le monde, et si vraiment vous connaissez pas, vous inquiétez pas, let me cook. Vu que cette chaîne elle a pour vocation de parler de psychologie, et plus généralement d'épanouissement, et des différents processus qui permettent d'atteindre l'équanimité, la paix intérieure, le nirvana, le point précis dans Rick et Morty qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le personnage de la psy. Effectivement, dans une série qui pourrait prétendre être le fruit d'un second degré permanent et à n'être qu'une succession de situations drôles sans jamais se prendre au sérieux, il y a cependant des éléments qui laissent deviner que sous ce masque de chaos et d'ironie perpétuelle, il se cache peut-être quelque chose de plus profond, de beaucoup plus profond. Et dans la liste de ces indices, celui qui m'interpelle et dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est nul autre que la psy. En effet, quand on considère Rick Sanchez et son intelligence trop développée pour son propre bien, la mère et son traumatisme de l'abandon, le père et son sentiment d'insécurité face à tout ça, les enfants qui affrontent simultanément des problématiques normales pour leur âge et des menaces intergalactiques, il est normal que la famille ait parfois besoin de faire appel à un thérapeute pour les aider à trouver du sens dans cet entremêlement de situations et d'émotions qui peuvent être parfois psychologiquement pathogènes ou au moins problématiques. Et avec cet angle d'attaque, il ne suffit plus que d'un détail, un tout petit détail pour que vous compreniez à quel point ce sujet est absolument fascinant, et ce détail c'est l'auteur. En effet, Justin Roiland, sans forcément connaître énormément d'éléments de sa vie privée, je peux vous affirmer qu'il met beaucoup de lui-même dans son œuvre, et une grande partie de lui-même, c'est de la souffrance. How many shots is the right amount of shots for drunk Rick? This is my fourth shot. I'm definitely probably gonna be in the pocket after that. Jesus Christ. What happens when we die? What happens when we all die? Do you guys worry about that shit at night? All right, forget it. Forget me. I'm drunk. Shit. I'm gonna need another shot to do this. Fucking. Hopefully, whoever we elect as the next prezzo won't disallow my ability to get a gun and kill my fucking self. Je veux dire, il y a cet extrait très célèbre de lui qui fait le doublage de Rick en étant complètement bourré, il y a toutes ces thématiques de souffrance existentielle abordées dans son œuvre, et il y a littéralement ces moments où il déguise derrière des traits d'humour, des messages cachés qui disent mot pour mot « Je suis en grande souffrance, je vous en prie, aidez-moi ». May I assist you with that? Sure, yeah. Thanks. Morty, do you know what wubba lubba dub dub means? That's just Rick's stupid nonsense catchphrase. It's not nonsense at all. In my people's tongue, it means, I am in great pain. Please help me. Well, I got news for you. He's saying it ironically. No, Morty, your grandfather is indeed in very deep pain. That is why he must numb himself. Et là, vous allez me dire, c'est pas parce que tu parles de choses tristes dans tes œuvres que t'es forcément triste, et c'est vrai, mais selon moi, il y a un principe de proportion. Quand un producteur t'accorde une grosse enveloppe, qu'il te met à disposition ses locaux, ses employés, et que toi, tu décides d'utiliser ses moyens pour parler de l'histoire d'un gars qui est écrasé par le poids de la vie, qui se sent incapable d'avoir un impact positif autour de lui à cause des limites étouffantes de la nature humaine et du principe même de l'existence, et qui a trouvé pour ça l'échappatoire à cette souffrance, l'alcool, la drogue et la contemplation du suicide, il y a un moment donné, faut arrêter de me demander de séparer l'œuvre de l'artiste. Dans cette dimension-là, il y a un lien qui existe. Les gars, je veux dire, il y a certaines lignes de dialogue et qu'il improvise complètement. Quand il dit ça, c'est pas le fruit d'un groupe de scénaristes qui ont brainstormé sur la meilleure manière de porter un propos. Non, c'est un alcoolique chronique, autodestructeur à qui on a donné un micro, tout simplement. Et en considérant tout ce chaos qui sera le terreau qui alimentera le cœur même de la série Rick et Morty, en considérant tous ces personnages qui ne sont là que pour dresser un tableau des facettes les plus pathétiques et méprisables de l'humanité, en considérant toutes ces intrigues qui se cachent derrière un masque d'humour pour mettre en exergue des idées tellement nihilistes qu'elles vous en feront perdre le sommeil, les showrunners de la série ont malgré tout décidé d'intégrer dans ce merveilleux cauchemar le personnage d'une psychologue. Et au vu du ton de la série, on pourrait penser qu'elle pourrait au final n'être là que pour servir de ressort comique et même d'outil pour venir se moquer de la psychologie. Il y a tout un tas de punchlines faciles à faire dessus. Mais alerte spoiler, ça n'arrive jamais. Peu importe la folie de l'intrigue dans laquelle nos personnages seront lancés, peu importe les absurdités qui sortiront de leur bouche, peu importe leur volonté de saboter la thérapie, à aucun moment la psychologue sera tournée en dérision. Au contraire, elle sera constamment, et cela de manière ininterrompue, présentée dans un rôle qu'on peut résumer simplement comme étant la personnification parfaite de l'approche thérapeutique. Elle est calme, elle est à l'écoute, elle prononce pas un mot plus haut que l'autre. Quand ses patients essaient de la déstabiliser, elle tombe pas dans le piège. Elle guide ses patients dans leur raisonnement en leur posant des questions simples. Elle ne juge jamais, mais elle fait preuve de sincérité. Et surtout, elle a une excellente intuition. Et ça, c'est un talent qui malheureusement s'apprend pas à l'école. Je sais pas si c'est censé être dû à l'expérience ou si elle a juste cette aptitude naturelle des personnes qui arrivent à lire en vous après avoir échangé quelques mots, mais en tout
tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle comprend ses patients et qu'elle utilise cette compréhension de la meilleure façon possible, comme le font ces thérapeutes qui, au-delà d'être des professionnels compétents, sont avant tout des bonnes personnes. Et pourquoi je trouve ça absolument incroyable? Pourquoi est-ce que je vous bassine avec cette femme asiatique cinquantenaire complètement fictive? Premièrement, parce que la majorité des gens n'y connaissent pas grand-chose en psychologie, et le jour où ils ont un problème, ils cherchent un bon psy, mais ils ont absolument aucune idée de ce que c'est un bon psy. Et j'arrive pas à croire que dans une série cartoon de gros dégénérés, ils aient réussi à illustrer l'archétype parfait de ce que c'est un bon psy. Et bien évidemment, je sais qu'il existe tout un tas de thérapies différentes et que chaque thérapeute a le droit d'avoir sa propre personnalité et ses propres méthodes. Mais dans la psychologie, qu'on veut faire de la science et pas du charlatanisme, on applique des méthodes validées par des études scientifiques, elles-mêmes validées par des collègues scientifiques qui ont été sollicités par un journal scientifique. Donc les thérapeutes qui sortent des méthodes miracles ou des trucs vraiment propres à eux-mêmes, c'est pas des psychologues, on peut dire que c'est des freestylers de la santé mentale. Et je dis ça sans aucun mépris, je trouve ça même presque cool comme titre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand t'appliques plus la méthode scientifique, ce que tu fais, ça a plus rien de scientifique par définition. Et la deuxième raison pour laquelle je trouve ce personnage incroyable, c'est encore une fois par rapport à l'auteur. Faut savoir qu'il a toujours été assez dérangé comme gars, vraiment, il envoie continuellement des signaux comportementaux qui présagent le pire. En janvier de cette année, il a fait parler de lui pour des histoires assez sardides. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il y a tout un tas de gens qui lui en veulent, et on pourrait croire que le fait qu'il continue encore et encore à s'autodétruire, à foutre sa vie en l'air, alors qu'il a tout accompli, signifie qu'il souffre tellement intérieurement qu'il n'arrive plus à accorder la moindre importance à son argent, à ses trophées et à tout l'amour de ses fans, et qu'en somme, cet homme est tellement rongé par sa propre intelligence qui n'est même plus capable de concevoir et ressentir la moindre once d'espoir. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces preuves accablantes qui poussent à croire que cet auteur de génie ne croit plus en rien, je peux pas m'empêcher de faire une fixette sur le personnage pourtant très secondaire de la psychologue. Je veux dire, quelqu'un d'absolument désespéré qui s'exprime de manière artistique ne va pas intégrer dans son œuvre le personnage d'une psy, encore moins pour dépeindre la thérapie comme quelque chose de positif, qui nous permet d'apprendre des choses sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure, et qui nous permet même de nous ouvrir à des vérités à propos de choses sur lesquelles on se ment à nous-mêmes depuis bien trop longtemps. Dans son œuvre, il a intégré une psychologue qui explique à son protagoniste qu'il met toutes les raisons de son malheur sur le dos de son intelligence hors norme pour éviter de réaliser qu'en prenant certaines décisions qui sont complètement à sa portée, il pourrait construire petit à petit une vie avec un rapport aux autres complètement différent, un rapport à la vie complètement différent, un rapport aux problèmes, aux échecs et à la mort complètement différent. Faut savoir que dans l'œuvre, Rick est devenu ce qu'il est à cause d'un événement déclencheur en particulier. Et cet événement, c'est devenu un élément qui lui suscite énormément de peine, de colère, de culpabilité, de désarroi, d'incompréhension. Et à mon sens, le défi qu'il doit surmonter avant la fin de la série, c'est celui de nombreux d'entre vous, c'est-à-dire de comprendre que vous n'êtes pas coupable. Peu importe ce que les voix dans votre tête vous disent, peu importe ce qu'ils vous reprochent, j'en ai absolument rien à faire, je vous le répète, vous n'êtes pas coupable. Les choses arrivent pour des raisons qui vous dépassent. Cette raison, il y en a qui appellent ça Dieu, certains appellent ça le karma, d'autres mère nature ou la force cosmique de l'univers. Mais peu importe son nom, dans tous les cas, en tant que pauvre mammifère sans poil qui s'habille chez Zara, vous n'y pouvez absolument rien. Vous êtes des pauvres créatures fragiles soumises aux lois de la physique et à l'écoulement inarrêtable du temps. Donc oui, vous êtes responsable de ce que vous faites, mais vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive, c'est deux choses complètement différentes, et je prie tous les jours pour que vous le compreniez enfin. L'autre information que vous devez assimiler, c'est que des gens vous aiment. Je sais que ça fait vraiment cliché, juste en prononçant cette phrase, j'ai eu cette espèce de frisson de gêne, mais j'y peux rien si la vie est cliché, des gens vous aiment de manière pure et sincère, ils ne l'expriment peut-être pas de la manière dont vous le voulez, ou d'une manière où vous arrivez à le percevoir, mais ils vous aiment, vous êtes important pour eux, et il ne tient qu'à vous d'apprendre à construire et entretenir vos relations, de sorte à arriver à un équilibre qui va vous permettre d'arriver à quelque chose de sain pour vous et ces fameux gens qui vous aiment. Mais dans le lot, parmi vous, je sais qu'il y en a toujours pour dire « Non, moi, personne de même, c'est impossible, là, si je mourrais maintenant, je manquerais à personne, et la Terre, elle continuerait de tourner. » Et c'est absolument faux, parce que moi, je vous aime. Ça peut paraître complètement con en vrai, mais quand on y pense, si je prends le temps de faire ces vidéos, on va pas dire que c'est pour l'argent, pour des raisons évidentes. Si tu commences à être un habitué de la chaîne, normalement tu commences à comprendre que la motivation derrière tout ça, elle est loin d'être financière. Il y a une souffrance dans ce monde. Quand je dis souffrance, je parle pas que des gens comme nous, dans des situations confortables, qui souffrent du fait que certaines choses dans la vie ont juste absolument aucun putain de sens. Non, je parle aussi des gens dans des situations géographiques un peu plus compliquées, qui sont confrontés à des problématiques un peu plus compliqué et qui décide de s'en sortir en faisant appel à des moyens un peu plus compliqués. Donc oui, il y a une souffrance dans ce monde et il est temps que quelqu'un fasse quelque chose. Les films et les différents produits culturels nous ont éduqués à croire que ce quelqu'un, ce serait un riche milliardaire philanthrope. Bon, on n'est pas naïf, même si aussi fou que ça puisse paraître, il y a des pauvres pecnos qui sont persuadés que Elon Musk, il se décarcasse jour et nuit parce qu'il a la ferme intention de les envoyer sur Mars. Ok, j'interdirai jamais à qui que ce soit de rêver, surtout que d'un autre côté, les gens comme moi qui ont reçu dans leur éducation une certaine teinture religieuse, on attend littéralement la venue d'un sauveur venu du ciel. Les chrétiens croient au retour du Messie, nous les musulmans on appelle ça le Mahdi, mais bon, je pense que si on continue sur la même trajectoire, le Mahdi quand il va arriver, il aura pas forcément une haute opinion de nous, c'est hyper...
C'est hyper important pour moi qu'on n'ait pas de tabou là-dessus. Ce qui veut dire que pour l'instant, on n'a que nous-mêmes. On a nous et notre chagrin, on a nous et notre colère, on a nous et notre solitude. Mais on a aussi nous et cette espèce de tendance propre à l'homme d'être incroyablement têtu. Depuis la nuit des temps, on est confronté à des problématiques qui jurent qu'elles sont impossibles à résoudre. Et nous, on essaie quand même, on s'acharne. Et le pire, c'est que ça marche. C'est juste incroyable. Bref, tout ça pour dire qu'on est une espèce qui s'est construite autour du principe de résilience. Donc toute cette souffrance, on va faire preuve d'intelligence et on va la résoudre. Moi, je m'appelle Milksop et en ce moment, je fais des vidéos, je cherche des pistes de réponse pour me sentir un peu moins mal et pour que les gens autour de moi, eux aussi, puissent se sentir un peu moins mal. Merci de m'avoir écouté et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. I don't know. Therapy is starting to feel hopeless. I've got so many issues. We need to talk. Hey, no. I will not speak with you if you refuse to treat me and my patients with respect. Oh, Lord, I was a fly. So unburdened, so free of shame. Well, I'm officially cured. Here's your data. Hard proof that God hates me. I ignored a troll and Jerry beat the guy's ass. Now he's got this orb and he's using the power, which I gave him, to annihilate planets of Hitlers and everyone's popping champagne. Rick, you came here because you wanted things to change, and they're changing. It's working. Oh, so if my bumbling moron of a son-in-law beats up people, it's working. But if I do it, it's a cosmic abuse of power? Rick, listen to yourself. You're complaining about how you have to be careful with your immense power and that Hitlers are dead. Everything you're describing is positive. Oh, shit. Not reacting. That really is the kill move? I don't know if you need to think about it in terms of murder, but yes, just stay the course. Okay, good talk. Well, what you're describing is therapy, and if you'd like to keep receiving it, start scheduling your visits with Judy up front.